Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Ce mardi débutent à Brest les rencontres internationales de la biodiversité marine et côtière. Une occasion pour Brest d'affirmer son rôle de capitale de la biodiversité marine. Pierre Karleskine, conseiller régional en charge de la mer et du littoral, nous en parle dans un instant. Mais tout de suite, l'actualité de ce lundi 12 novembre 2012 dans le Finistère. C'est un moment que l'équipage du Sokalik attend depuis 5 ans. Le procès du naufrage du caséieur Roscovit débute ce mardi au tribunal de Brest. Les juges devront déterminer les responsabilités dans la collision entre le cargo Océan Jasper et le bateau de pêche qui a coûté la vie au patron de pêche Bernard Jobard. Rappel des faits avec Julie Sicot. Dans la nuit du 17 au 18 août 2007, l'équipage du Sokalik, un caséieur de Plouescat, est réveillé par plusieurs bruits sourds sur la coque. Le bateau se trouve à 60 milles à l'ouest de l'île d'Ouessant. Une fois sur le pont, les marins découvrent que la moitié avant du bateau a été arrachée. Le Sokalik se renverse. Bernard Jobard, le patron, évacue son équipage. Le bateau coule vers 3 heures du matin et les 6 marins réfugiés dans un canot de sauvetage constatent la disparition de leur patron. L'Océan Jasper, cargo turc, est identifié. Il se trouvait sur zone au moment du choc, mais n'a pas dévié sa route et surtout n'a pas porté assistance à l'équipage du caséieur, malgré les appels de détresse lancés à la radio du bord par Bernard Jobard. Le capitaine de l'Océan Jasper et son second, d'origine azerbaïdjanaise, sont poursuivis pour homicide involontaire, délit de fuite et omission de porter secours à personne en péril. Ce mardi, le tribunal de Brest devra se prononcer sur les circonstances de l'accident, la négligence de l'équipage du cargo et l'attitude des responsables de l'armement turc. Une audience que la veuve de Bernard Jobard, Yvette Jobard, attend depuis plus de 5 ans. C'est un chantier délicat et indispensable entamé ce lundi à Châteaulin, la sécurisation des falaises de la ville, une opération qui nécessite l'évacuation d'une partie des habitants, des riverains et également l'intervention d'un hélicoptère. Julie Sicot a suivi la manœuvre. Complètement hypnotisés, les habitants de Châteaulin n'avaient Dieu que pour lui ce jeudi matin. Lui, c'est cet hélicoptère qui tourne au-dessus du quai Carnot en plein centre-ville. Il transporte du matériel afin de sécuriser la falaise devenue dangereuse. La falaise donc, a été le lieu d'exploitation d'ardoise à une époque à Châteaulin. Et aujourd'hui, eh bien, depuis de nombreuses années, elle présente des dangerosités à différents endroits. Il y a des risques de chute de pierre, des blocs très importants qui peuvent atteindre 1 tonne, voire plus, et des risques aussi de glissement de terrain. Il fallait donc agir. Des filets de protection vont être installés, mais aussi des pare-pierres, pour recueillir les blocs de pierre qui pourraient tomber sur les maisons en contrebas. Elles ont toutes été fermées et vidées ce lundi matin. Pour plus de sécurité, les habitants et les commerçants du quai Carnot ont évacué les lieux à 8h30. Certains se sont retrouvés à la salle des fêtes avant de rentrer chez eux. Je me suis levé ce matin et puis j'ai quitté l'appartement donc à 8h30 comme c'était prévu. Je vais voir l'hélicoptère là, tout à l'heure travailler, là, donc voilà, puis j'attends que ça se termine pour rentrer chez moi. On n'a pas le choix. On préfère que ça soit réparé, qu'après on est tranquille. Les habitants ont pu regagner leur maison à midi et heureusement que les Châteaulinois sont philosophes, l'opération doit être reconduite encore 7 fois. De quoi admirer pendant encore de longues minutes cet hélicoptère. On associe souvent la Bretagne au cidre, mais les Bretons boivent et produisent de la bière depuis toujours. Pour mieux se faire connaître, une vingtaine de brasseurs bretons ont organisé le Salon de la bière. C'était ce samedi à Concarneau. Erwan Lousseau ne pouvait manquer ce rendez-vous. Braisistance Cronenbourg Hermès. Traduisez Braisistance Cronenbourg dehors. C'est le slogan du Salon des bières bretonnes qui s'est déroulé ce samedi à Concarneau. Un étalage de savoir-faire agrémenté d'un bon coup de pression. L'idée, donc, c'est de rassembler des brasseries bretonnes qui, à 25-30 aujourd'hui, en 2012, ne représentent que 3 à 4% des volumes
qui sont consommés en Bretagne, alors qu'on est implanté sur le territoire, on crée de l'emploi sur le territoire, et qu'aujourd'hui, donc, les brasseries industrielles, effectivement, qui sont une poignée et qui font des millions d'hectolitres, abreuvent la France entière, dont la Bretagne, et représentent 95% des volumes qui sont consommés en Bretagne. La plupart des brasseries ici sont génératrices de 20 à 30 fois plus d'emplois à l'hectolitre qu'une brasserie industrielle. Et bien sûr, l'autre idée est de faire découvrir la diversité gustative de ces bières de terroir. L'aventure bretonne, recommencée en 1985 avec la bière de Morlaix, la Coref, se poursuit aujourd'hui avec des petits brasseurs qui produisent moins de 10 000 hectolitres par an. Il faut qu'on se positionne sur quelque chose d'autre que du volume, qui est la technique des industriels, quoi. Donc voilà, ils ont du volume, ils produisent du volume, ils font leurs chiffres comme ça. Nous, on est obligé de travailler sur la qualité, sur le goût, sur la chose qui surprend, la chose qui va changer, et quitte à déranger un peu au départ, mais après les gens vont commencer à y prendre goût aussi, quoi, à voir qu'il y a des arômes, qu'il y a des parfums, que c'est intéressant. Je suis sur Saint-Nazaire en Loire-Atlantique et les produits bretons sont assez prisés. À l'instar sans doute de la Couille de Loup, la bière des métalleux, produite à la ferme brasserie de Quérien à partir de nouveaux houblons néo-zélandais ou américains, très aromatiques et fruités. L'Amérique a également inspiré la brasserie de Bretagne avec la Tigouenne, issue de la recette originale de la bière brassée à la Maison Blanche. C'est parti, Maison Blanche en breton, c'est Tigouenne. Ce mardi, la ministre de l'Environnement Delphine Batho est à Brest pour les rencontres internationales de la biodiversité marine et côtière. Père Karleskin, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller régional en charge de la mer et du littoral, également de l'Europe. Un gros dossier puisque la Bretagne, c'est 3000 km de côte, presque, et 95% des Bretons vivent à moins de 60 km de la mer. Alors, qui participe à ces rencontres internationale de la biodiversité marine et côtière? Eh bien, ce sont des rencontres qui ont une vraie dimension internationale. C'est sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies qu'à Brest se réunissent de nombreux experts, des acteurs politiques, des acteurs associatifs, des scientifiques, des experts en tout genre, qui vont nous apporter un certain nombre d'éléments sur comment mieux préserver, mieux utiliser et mieux gérer cette biodiversité marine. Ces rencontres internationales ne sont pas proprement parler un colloque scientifique. Non, c'est pas un colloque scientifique. C'est vraiment apporter au grand public et puis également aux décideurs, dont je suis forcément impliqué, qui se posent des questions et qui a besoin de savoir comment mieux préserver la biodiversité marine. Et donc, à travers ces échanges, on va pouvoir mettre en avant partage d'informations et les bonnes pratiques. En quoi la biodiversité est-elle importante ? La biodiversité, c'est ce qui fait notre monde. Pour prendre un exemple tout simple, dans une chaîne alimentaire, vous enlevez un maillon, eh bien vous détruisez une forme de biodiversité, mais vous voyez bien qu'un seul maillon suffit à détruire la chaîne. Eh bien, l'homme étant à la fin de la plupart des chaînes alimentaires, vous imaginez bien les conséquences que pourrait avoir une biodiversité largement dégradée. Et ce n'est qu'un exemple des enjeux de la préservation de la biodiversité. Donc éventuellement, répercussions sur la ressource alimentaire ? La ressource halieutique ? Répercussions sur la ressource alimentaire, bien évidemment. On le voit bien, de la qualité des eaux de nos côtes dépendent les capacités, par exemple, de la conchyliculture à produire son activité. On sait aujourd'hui qu'une partie des stocks de poissons sont aussi fortement contraints par la qualité du milieu marin. Et ce sont des points sur lesquels nous devons travailler fortement. La biodiversité est-elle menacée en Bretagne, Pierre Karleskin ? Menacée en Bretagne, il est évident que quand on se souvient des images de la Mococadis ou quand on se souvient d'avoir vu ces plages souillées par l'Erika, on sait que la biodiversité est menacée de façon très concrète. Et donc on a des actions à mener pour avancer. Si on rentre un peu plus dans le concret, quel secteur d'activité peuvent être générateurs de dangers pour la biodiversité en Bretagne? Est-ce qu'il y a des secteurs qui posent problème? Des secteurs qui posent problème, c'est difficile de cibler un secteur en particulier. Moi, en tant que vice-président en charge de la mer et du littoral, et au nom de la région, je porte une parole sur le transport maritime en particulier. Je parlais tout à l'heure des marées noires. C'est un danger permanent. Nous sommes une des régions qui voit à 30 km de ses côtes, un peu plus, passer 50% plus du trafic mondial. Et donc on sait que tous ces bateaux, et hélas le sujet que vous avez présenté sur le Socalic le montre, présentent des dangers. Alors,
La ministre vient à Brest pour cette rencontre, mais aussi pour les énergies marines renouvelables, hein, je crois. La ville et la Pointe-Bretagne attendent quoi de la ministre? Qu'est-ce que vous savez de l'État? La Pointe-Bretagne a su se prendre en main et je ne vais pas dire qu'elle n'attend plus grand-chose de l'État, mais la Pointe-Bretonne a toujours su, au contraire, impulser des dynamiques que l'État a su reprendre. Moi, ce que j'attends tout simplement aujourd'hui de la part de la ministre, c'est qu'elle reconnaisse cette spécificité bretonne et tous ces éléments que nous avons su mettre en avant. C'est déjà reconnu, puisque Brest c'est capitale de la biodiversité. Exactement, capitale de la biodiversité. Mais qu'est-ce que ça apporte? Par exemple, le grand emprunt qui avait été négocié, mis en place par le précédent gouvernement, le grand emprunt, il a débouché par un laboratoire d'excellence mer à Brest. C'est vraiment la reconnaissance internationale de ce tissu économique, de cet écosystème de recherche, d'enseignement supérieur, d'économie, d'innovation qui est là conforté. C'est ça que à Brest et en Bretagne de façon générale nous essayons de mettre en place. Pierre Karleskind, merci d'être venu nous parler donc de ces rencontres internationales sur la biodiversité marine et côtière, donc qui s'ouvrent ce mardi à Brest et qui durent jusqu'à mercredi, donc pour 2 jours. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité dans le Finistère. Bonne soirée à vous.